Donc, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle séance de séminaire de HLH. D'ailleurs, j'en profite pour officiellement dire que ce nom a été trouvé par Sylvie Turk-Zinopoulos en personne. Nous avons beaucoup bataillé pour nous trouver un nom et d'un seul coup, idée lumineuse, HLH. Donc, merci à toi, Sylvie, pour nous avoir baptisés. Et donc, notre séminaire porte, vous le savez, depuis maintenant quelques mois sur continuité et discontinuité. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et la chance d'écouter Clémentine Lucien de Sorbonne Université qui va nous parler de littérature cubaine. Et Clémentine, je te laisse officier. Oui, merci beaucoup Caroline. Merci à tous ceux qui sont là, pour leur présence. Alors j'élargirai un petit peu, littérature cubaine, mais vous verrez que par un tropisme naturel, j'ai tendance à élargir, l'espace à l'espace plus caribéen, mais plus largement. Et donc je ne vais pas m'arrêter uniquement à ces 2 anthologies de femmes poètes, mais je vais aussi me fonder de façon assez précise. Oui, donc l'anthologie qui m'a donné l'envie de me pencher sur les anthologies par son caractère très particulier et qui va orienter ma réflexion théorique sur ce qu'est l'objet anthologie. Alors, vous avez pu observer que, dans le titre que je vous propose, apparaît, des vibrations magnétiques. Pourquoi donc cet intitulé métaphorique? Pour aborder l'objet qu'est l'anthologie. La métaphore renvoie à des ondes qui se propagent par le mouvement, qui peuvent faire penser à la physique des particules ou à des mouvements tectoniques de la Terre et des éléments. Et je l'ai choisi justement en relation avec cette anthologie d'Édouard Glissant et la façon dont il théorise lui-même l'anthologie. Donc des mouvements tectoniques de la Terre, des éléments, parce qu'elle suppose une dynamique et une tension entre la désagrégation, la dispersion, l'attraction et la recomposition entre composantes pour constituer un ensemble original, donc du discontinu en perpétuel mouvement d'assemblage de ce qui est épars et donc de la continuité. Alors, donc je reprends ce que je disais, cette idée et ce concept donc de vibration magnétique pour penser l'anthologie m'est inspiré par Édouard Glissant, que vous connaissez tous, qui est poète, romancier et penseur à l'origine d'une œuvre critique importante sur le poème, auteur lui-même d'une anthologie non canonique, donc il m'a donné envie de m'intéresser aux anthologies. Elle m'a incité d'ailleurs à réfléchir à cette anthologie comme une anthologie de l'ouverture infinie et de l'extrême, et je m'expliquerai. Dans sa pensée se déployant comme une philo-poétique, l'absence de système, l'idée d'un chaos monde et d'un tout monde et d'une attention au divers, c'est-à-dire le discontinu, mais mise en relation sans hiérarchisation, donc qui construit du continu, tout ça constitue le fondement de sa construction d'une anthologie et tout cela a irrigué ma réflexion. Alors, je vais commencer par une réflexion un peu plus large, plus générique sur l'anthologie et j'espère qu'elle sera utile et que je ne répéterai pas, je n'enfoncerai pas des portes ouvertes. Euh, et je dirais d'abord pourquoi j'ai choisi comme objet des anthologies des textes de femmes poètes réalisés au cours d'un travail collectif. De fait, ces anthologies instaurent une continuité entre leur propre pratique créatrice et ce qui l'inspire, et ce qui mérite d'être sélectionné en fonction d'une sensibilité particulière, d'un dessin personnel ou résultant d'une concertation, comme nous le verrons à propos
d'une des anthologies, celle de Morejón en particulier, qui est en soi un objet intermédial, raison pour laquelle je l'ai choisi. Alors, pour ces préliminaires théoriques un peu larges, bon, lorsque l'on considère l'anthologie, on connaît son étymologie grecque, qui est anthos, fleur, et legen, choisir. Donc, l'anthologie, métaphoriquement, est un bouquet de fleurs, un choix de beaux textes, significatifs, importants, chaque fleur constituant une individualité par sa forme, son parfum, son chromatisme, son tropisme, ses vertus intrinsèques, alors que son insertion dans un bouquet lui confère une autre existence, une autre substance de caractère alchimique et relationnel et qui modifie son allure originelle. Pour filer la métaphore, disons que chacun à sa façon, la fleur isolée et le bouquet qui assemble et fait du discontinu du continu produisent un effet différent sur le récepteur, celui qui les observe, les touche, hume leur parfum ou mêle leurs propriétés naturelles, voire médicinales, à des fins cosmétiques ou curatives. En soi, l'assemblage engendre une interprétation nouvelle de ces éléments. Et si l'on considère l'anthologie sous le prisme de la pratique artistique comme le résultat d'un montage, d'un assemblage, d'un agencement, l'idéal recherché est celui d'une forme accomplie, continue, mais à partir de ce qui n'est pas uniforme. Je vais donc m'arrêter un peu sur la question de la dynamique interne et l'organicité de l'anthologie. Donc, il en résulte une dynamique interne et une organicité puisque celle-ci procède d'une double opération d'exclusion d'une part, puisqu'on opère un choix, discontinuité, et d'inclusion, puisqu'on inclut dans un ensemble ce que l'on veut rassembler, donc principe de continuité. Bon, alors l'anthologie, pour prendre quelques exemples, elle peut prendre la forme de montage citationnel dans lequel la détachabilité des textes peut être préservée. Hein. Je songe à aux questions que nous nous posions déjà et sur lesquelles je vais revenir, à savoir que l'anthologie n'exclut pas le fait que l'on perçoive ce qu'on appelle les articulations, les jointures internes, ce qui peut pousser le récepteur d'ailleurs à de multiples options d'organisation personnelle de l'anthologie. Je vais y revenir. Bien, donc, l'extrait littéraire ou le poème se trouve donc inclus dans un dispositif en fonction d'enjeux discursifs et d'une poétique dans une perspective qui en modifie la matière et la fonction de départ. Alors, on peut se poser la question, comment et pourquoi structure-t-on ensemble ces pièces détachées dont parle Jean-Michel Espitalier qui s'est intéressé à l'anthologie. Quels critères d'assemblage, de mise en bouquet président à la constitution des anthologies et vers quel but tend-on en les élaborant? Elles ont une fonction de conservation et de préservation. Et celle-ci a partie liée avec le patrimoine, la reconnaissance et l'appropriation d'un héritage littéraire, accepté dans sa partie ou dans sa totalité, qui assure donc de la continuité par la transmission et qui est réorganisé, ce qui suppose discontinuité et continuité. Comme on le sait, le recueil et l'anthologie se définissent, pour reprendre les termes utilisés par Bombard, Catron et Rosellini dans un séminaire qu'ils ont consacré à ces deux modes de rassemblement des textes. Ils disent: ce sont deux formes de compilation qui ont en commun de contribuer
en leur temps et dans le nôtre, a formé l'idée même de littérature comme espace de production et d'appropriation des textes, partie prenante de la fabrique d'une culture instituée et identifiée comme telle. Bien qu'appartenant au vaste ensemble des recueils, l'anthologie en est un cas singulier, le plus apte à être circonscrit par une définition précise et stable du fait de sa visée patrimoniale. Oui, alors, quant à Michel Fraisse dans les anthologies en France, il parle de l'anthologie comme d'un musée et d'un manifeste, à des degrés divers, car l'anthologie garde ses deux faces parce qu'elle est par essence porteuse d'une certaine idée de la littérature. Donc, la position adoptée par l'auteur de l'anthologie à l'endroit des auteurs, des œuvres, du canon et de l'institution littéraire renseigne sur son degré d'adhésion, de conformité à une certaine valeur littéraire, facteur de continuité, ou à sa capacité à s'en émanciper, facteur de discontinuité. Cela veut dire que l'anthologie peut chercher à maintenir un canon littéraire. Par exemple, pour Didier Alexandre, qui est auteur de l'anthologie d'écrivains comme Histoire littéraire, l'anthologie d'écrivains, alors lorsque ce sont des écrivains eux-mêmes qui se lancent dans la fabrication d'une anthologie, l'anthologie d'écrivains est un moment de la poésie, expression singulière d'un poète en accord ou discordance avec les canons de l'institution. Donc, l'anthologie peut aussi affirmer une autre conception de la littérature, plus transgressive, en proposant un choix original des composantes et une conception originale aussi de l'ordonnancement des éléments qui la composent. Et dans ce cas, elle prend la forme d'un manifeste. Et c'est là que je vais m'arrêter sur l'anthologie de Glissant dont je vous ai parlé, dont je vais projeter un peu plus tard, si vous voulez, un partage d'écran pour vous montrer toutes ces anthologies auxquelles je me suis référée. Alors, cette anthologie, dont le titre est « La terre, le feu, l'eau et les vents », une anthologie de la poésie du tout monde. Voilà le titre, hein, qui est de 2010. Alors, cette anthologie est étayée par le concept de chaos monde, hein, et du tout monde en relation de Glissant. Pour lui, le chaos et la relation du divers rapprochent les distances et brouillent les temporalités. Sa conception de la poésie comme un rapport, une intuition du vivant, une conscience de l'autre, des vérités et des non-vérités du monde, l'autorise à rassembler des textes non hiérarchisés, d'une grande diversité formelle, dont certains, apparemment, n'entrent pas dans le cadre des textes poétiques canoniques, mais dans lesquels lui décèle ce qu'il appelle une énergie poétique intrinsèque. Et dans son anthologie, c'est cela qu'il décèle, cette énergie qui se diffuse d'un texte à l'autre, qu'il désigne par le terme de vibration magnétique, qu'il emprunte aux éléments qui entrent dans le titre de l'anthologie elle-même. Donc, son anthologie s'éprouve comme un réceptacle de ces vibrations. Et il l'a défini en termes donc de physique des éléments, de force du hasard, qui mettent en relation, en continuité, la quantité infime et infinie de toutes les différences par des assemblages en rhizome. Cette théorie du rhizome qui lui est chère et qu'il a prise en particulier de Gilles Deleuze.
Donc, pas de continuité linéaire, mais des rhizomes qui se diffusent et qui constituent une sorte d'arbre extraordinaire qui est cette anthologie. C'est ce que je définis, moi, comme une anthologie de l'extrême, dans le sens où une anthologie se présente malgré tout comme un objet fini. Or, l'anthologie de Glissant est infinie, elle n'a pas de limite. Si je m'amuse, je vais quand même vous donner quelques exemples de ceux qui constituent cette anthologie pour que vous vous en fassiez une idée. Mais comme je le disais, c'est un manifeste. C'est un manifeste contre les anthologies habituelles et contre quoi? Contre la chronologie, contre l'idée d'un progrès de l'art, contre les hiérarchisations, et elle milite pour le mélange des genres, des écrivains, des penseurs, des militants de toute origine, de tous les continents, des discours philosophiques vibrent en continuité avec des textes. Et dans cette anthologie, et c'est pour ça que je m'y arrête aussi, abondent de nombreux Espagnols, lusophones, hispano-américains, caribéens, soit en langue originale, soit traduits, et n'oublions pas le lien très fort de Glissant avec l'Amérique latine, dont on considère que la Caraïbe fait partie, puisqu'il a créé et animé jusqu'à sa mort ce séminaire du tout monde qui s'est tenu à la Maison de l'Amérique latine. Bon. Et donc, vous allez trouver dans cette anthologie le narwa qui côtoie le français, l'espagnol, l'anglais, l'hébreu, le yiddish, des langues africaines, wolof et autres, du japonais, du persan, du palestinien, etc. Et on est absolument fasciné par la façon dont l'anthologie ne se contente pas d'aligner ces textes les uns à la suite des autres, mais dans la typographie, certains passages qui constituent en quelque sorte des espèces de slogans de l'idée que se fait glissant de ce monde en relation, apparaissent au milieu d'un ensemble qu'il a constitué, rompant ainsi donc avec une continuité à laquelle s'habituait déjà le lecteur de l'anthologie et qui le conduit de façon détournée, je reviens à son concept de ce qu'il appelle le détour, qui vous ramène de façon détournée vers son idée centrale, c'est-à-dire que euh, le tout monde est toujours en relation. Voilà. C'est pour ça que je pense que cette anthologie qu'il a écrite en pensant à son amitié avec Roberto Matta, dont il a été très proche, avec beaucoup de peintres de l'Amérique latine, où on retrouve toujours ces idées, Wilfredo Lam en particulier. Je pense que pour le lecteur, n'est-ce pas, il faut toujours revenir à ce que représente une anthologie pour un lecteur et à la réception. Ce lecteur, il se trouve immergé dans un univers sans limite, l'effort de lecture est démultiplié et le plaisir accru. Je dirais, et je le pense, que cette anthologie, elle est jouissive, elle a des vertus salutaires, elle m'a guéri d'une certaine pensée du monde aujourd'hui où l'on se bat, où l'on ne se parle plus, et cette anthologie vous pousse à penser le monde, un monde où l'on parle toutes les langues, puisqu'il disait qu'on écrit dans toutes les langues à la fois. Elle est paradoxale aussi parce qu'elle rend intelligible la pensée la plus savante en la mettant en dialogue et en continuité, n'est-ce pas, avec les revendications les plus quotidiennes et locales. Et à ce titre, je la définis comme une utopie réalisée, dans le sens où mais une utopie au sens où l'entendait glissant, avec cette dimension de l'extrême, dans le sens où elle exclut toute limite et où elle introduit partout de la continuité entre ceux qui, à l'origine, est fait pour ne pas se rencontrer.
Voilà. Donc, entre ces anthologies, je vais maintenant passer à mes cas particuliers, hein, et expliquer pourquoi j'ai choisi ces deux anthologies de femmes. Mais avant d'y passer, je dirais que Édouard Glissant a maintenu des relations très proches avec Nancy Morejon, la poète cubaine qui a traduit les textes de Glissant. Et il partageait une certaine vision du monde caribéen et de sa culture et de cette identité en relation. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ces deux anthologies, celle de Nancy Morejon et celle de Georgina Herrera? C'est parce que l'une, celle de Morejon, comme je vous l'ai dit, est un objet intermédial, donc c'est une anthologie très particulière. Et ce qui m'a intéressée, c'est de voir justement comment est mise en continuité dans cette anthologie de formes artistiques, le poème et le dessin et la calligraphie, hein. Et c'est sur cela que je vais travailler, sur la continuité et de deux formes discontinues. Et ensuite, j'ai choisi celle de Georgina Herrera pour trouver justement, l'idée m'est venue de travailler sur une forme d'architecte de l'anthologie, parce que ce sont deux anthologies de femmes cubaines, euh, très préoccupée par les questions d'identité, par les questions de ce qu'est le paysage caribéen, et où on trouvera des convergences dans leur façon de travailler l'anthologie. Voilà, c'est comme ça que j'ai choisi dans ces deux anthologies. Alors, pour le dire en termes de vibration, ben, il y a une dynamique du continu entre ces anthologies qui ne sont pas uniquement de l'ordre du thématique. Elles sont toutes les deux le fruit d'une création collective et, comme je le dirai tout à l'heure, en projetant ces deux anthologies, elles ont été coordonnées par la même cubano-américaine, Juana María Cordones Cook, qui est spécialiste, qui est chercheuse, qui est professeure d'université du Missouri et qui est spécialiste de littérature et en particulier des femmes poètes noires de Cuba. Donc, elle a contribué à la réalisation et à la fabrication de l'anthologie de Georgina Herrera en produisant même un CD. Voilà, donc je vais me concentrer sur ces deux anthologies. Voilà, j'ai mis ensemble les deux anthologies pour que vous voyez un peu la continuité entre les deux. Donc, je vais d'abord faire une présentation de, oui, de Nancy Morejon, que vous connaissez, bon, qui est née à La Havane en 1944, qui est l'une des voix poétiques du XXe et XXIe siècle, une grande voix imprégnée, très imprégnée d'ailleurs par ses études de poésie espagnole, Alberti et en particulier Lorca, dont l'influence est repérable dans sa poésie. C'est une grande spécialiste de Nicolas Guillen, sur lesquels elle a écrit des articles et des essais. Et, et elle a travaillé comme critique littéraire, elle a travaillé sur pas mal de poètes. Elle a aussi publié un essai important sur la question du métissage qui s'appelle Nación y Mestizaje, qui questionne la conception de la race à Cuba et en répondant à certaines postures sur la culture du pays, en particulier avec Jorge Maniac. Ses essais sur la poésie portent sur les caractéristiques proprement caribéennes. J'ai déjà dit qu'elle a traduit des écrivains,
Donc, elle s'exprimait très bien, elle s'exprime très bien en français, Nancy. Elle a traduit Éluard, elle a traduit Césaire, Aimé Césaire, Ernest Pépin, Jacques Roumain, le laïcien, Édouard Glissant. Et donc, son œuvre poétique s'articule autour de son identité de femme noire, métisse, cubaine, et issue de l'hispanité, de l'héritage colonial de l'Afrique. Mais c'est aussi une poésie à visée universelle. Alors, vous observerez cette couverture de l'anthologie sur laquelle je reviendrai, mais j'insistais au départ sur l'originalité de cette anthologie. Je regrette de n'être pas en votre présence parce qu'elle mérite d'être vue et d'être touchée comme un objet. C'est un objet d'art, un objet livre qui a été produit dans un atelier dont je vous parlerai. Alors, le dessinateur donc s'appelle Rolando Estevez Jordan, malheureusement décédé aujourd'hui, qui est né à Matanzas, à 50 km de la Havane, en 1953. Il est lui-même fils d'artiste et poète. Il a étudié et pratiqué très précocement le dessin qu'il a ensuite enseigné, puis l'art de l'installation, la peinture, la photographie remaniée, du décor. Il a fait du décor pour la mise en scène de théâtre et il s'est pleinement consacré à la création, j'emploie à dessein ce terme, la création de livres. Il a été invité à animer de nombreux ateliers à Cuba et à l'étranger pour justement sa maîtrise de la technique de la calligraphie et du dessin. Donc, s'agissant du lieu où a été produite cette anthologie, il s'agit de la fameuse de l'atelier Bihia qui se trouve à Matanzas. Et comme je ne retrouve pas si je retrouve un peu mes notes, cet atelier a été installé en 1980 dans un de ces somptueux édifices érigés pendant l'époque coloniale, sachant que la ville de Matanzas était un lieu très, très prospère dû à la traite esclavagiste et à l'économie de plantations sucrières. Et cette ville avait été surnommée la Atenas de Cuba par la vie culturelle qui s'y est développée au 19e siècle, et en particulier Matanzas, Caroline le sait aussi bien que moi, a été un lieu fréquenté par José María Heredia, Domingo del Monte, et donc ceux qui se sont installés dans cet édifice ont gardé comme une sorte de continuité entre la littérature qui s'y est développée, le théâtre au 19e siècle, et ce qu'ils ont prétendu faire de cet édifice qui était tombé presque à l'état de ruine, et que dans le cadre d'un programme du gouvernement cubain de restauration de ces lieux, Rolando Estevez Jordan a investi pour y installer cet atelier. Alors, son nom est assez emblématique parce que il est installé sur la place de la Vigía, dont vous connaissez le sens en espagnol, et cette Vigía est devenue à la fois un atelier de confection de livres et une maison d'édition. Mais ce qui est important, c'est que l'artiste qui produit ces objets d'art travaille en relation avec les poètes ou les écrivains lorsqu'ils sont vivants, parce qu'ils n'ont pas publié que des textes d'écrivains en vie. Ils ont publié des textes d'Emily Dickinson, Tolstoï, mais d'écrivains du XXe siècle, donc Nancy Morejon, Leonardo Padura a été publié chez eux, entre autres choses. Et ces livres sont considérés pour leur valeur et leur apparence particulière, puisqu'ils ont été fabriqués avec des éléments de récupération
il est dommage donc que je ne puisse pas vous le faire voir avec du carton, avec du papier, avec des tissus, du collage. C'est un objet d'arte povera, comme pourraient le dire les Italiens qui ont fabriqué ces objets, mais une arte povera à la cubaine, totalement calligraphiée à l'époque. C'est quand même étonnant où on est passé à la technique, hein, mais là, vous avez vraiment l'aura, hein, l'aura de l'objet dont parlait Benjamin lorsque vous observez cet objet fabriqué dans l'atelier Bihia. La deuxième, donc cette anthologie est une anthologie bilingue, publiée en anglais, non, en espagnol et en anglais. Et donc, le titre exact, c'est, que je retrouve, oui, alors l'anthologie d'Omolejón publiée en 2012, bilingue espagnol-anglais, La Habana Expuesta, antología bilingüe, selección, coordinación y prólogo de Juana María Cordones Cook, et le titre anglais, Havana on Display, Bilingual Anthology, Selection, Coordination on Preface, Juana María Cordones Cook. Diseño, dibujos y caligrafía Esteves. Ensuite, alors, comment s'opère justement ce travail de mise en continuité, discontinuité entre le travail de la poétesse, le travail d'écriture sur le poème et le travail du dessinateur. Bien, alors je vais m'arrêter sur le titre de l'anthologie. Donc, cette anthologie de Nancy Morejón met l'accent sur la continuité d'un espace particulier. Et c'est-à-dire que la ville de La Havane est au cœur de cette anthologie et on peut constater dès lors que Nancy Morejón s'inscrit dans une tradition littéraire cubaine que l'on connaît bien, qui démarre de façon très forte au XIXe siècle avec des romanciers comme Cirilo Villaverde, mais cette tradition se poursuit aujourd'hui avec des écrivains comme, c'est passé par les Samalima, mais avec des écrivains comme Padura, comme Abilio Esteves. Donc, elle est dans toute cette tradition d'un regard fixé, d'un regard sur la Havane, qui est comme une sorte de synecdoque de l'île de Cuba. Et donc, l'anthologie instaure une continuité à la fois avec une tradition littéraire, mais une continuité dans le texte lui-même, puisque tous les poèmes abordent des aspects divers de la relation du yo poématique ou du jeu poématique avec la ville, qui peut renvoyer à des éléments de la propre biographie de Nancy Morejón, mais de l'histoire de la ville, de son identité historique. Et tous ces éléments-là sont repris en charge par le travail de calligraphie et de dessin de Rolando Esteves. Lorsque l'on observe la couverture, hein, la couverture de cet objet livre, on est frappé par la forte imprégnation culturelle, identitaire de cette couverture, pour en revenir aux catégories de Genette, fonction thématique et rématique du titre. Et il s'agit pour la couverture du livre d'un véritable décor de théâtre où apparaît donc l'alter ego de la poète, du jeu poétique,
mais sous les traits de Yemaya. Yemaya, qui est cet orisha de la santeria cubaine, donc qui renvoie à la culture hybride de Cuba, de la Havane et de Cuba. Yemaya étant l'orisha, la divinité de la mer, donc du port de la Havane. Et si vous aviez en main l'anthologie, vous verriez que ce décor de théâtre dont je parle, il est fabriqué, c'est un objet artisanal. Vous pouvez observer les tissus de couleurs qui ont été collés sur la couverture pour évoquer la mer. Donc, la femme sirène, Yemaya, la divinité en lien avec le port, et tout le décor de la ville qui renvoie à l'histoire monumentale de la Havane depuis l'époque coloniale et ce que l'on peut en voir aujourd'hui. Voilà. Bon. Donc, pour ce que je disais tout à l'heure, cette anthologie est bipartite. Donc, la première partie en espagnol et la deuxième partie en anglais. La fonction patrimoniale de l'anthologie dont je parlais tout à l'heure, qui instaure donc de la continuité dans un univers littéraire, apparaît nettement sur ce qui est annoncé comme pacte de lecture pour celui qui va s'emparer de l'anthologie. Donc, dynamique de continuité aussi entre la ville, la femme poète et donc le décor de théâtre qui est proposé au lecteur. Donc, comme vous le voyez, Yemaya émerge d'une mer stylisée, comme je vous le disais tout à l'heure, et puis dans ce décor, sur l'autre partie de la couverture, c'est le quinqué, donc la lampe à huile qui renvoie à Bihia. C'est une lampe à huile qui guide cette femme poète à travers sur les remparts de la ville et qui prend le lecteur de l'anthologie par la main pour l'entraîner vers une exploration de cet espace, donc à la fois lyrique et poétique et aussi émotionnel. Et cette émotion et ce décor géographique, cet espace géographique, donc, est mise en continuité entre le poème lui-même, parce qu'il y a un espace géométrique, on suit des rues par lesquelles déambule le jeu poétique, et le dessin dans lequel toutes les circonvolutions, toutes les villes, toutes les adresses apparaissent dans la calligraphie dessinée tout au long des pages de cette anthologie poétique. Donc, cet espace géographique intime, émotionnel et onirique havanais, créé par les poèmes de Morejón, se parcourt au gré de la construction spatiale graphique créée par le dessinateur. Il est fait de lignes et de masses en noir et blanc, d'ombre et de lumière. Les poèmes sont donc sertis par les murs d'une architecture de la ville érigée entre terre et mer. Et il arrive donc, ou les deux arrivent parfaitement à surmonter, je dirais, ce concept de cette irritabilité. Là, je m'en remets à un concept qui est utilisé pour étudier les arts qui mettent en dialogue des arts de genres différents, par exemple la littérature et le cinéma. Donc, cette espèce de tension qui peut exister entre les deux formes, bon, ça a été rendu par le concept d'irritabilité et en réalité, ce que l'on voit en parcourant l'objet, en le tenant, en le lisant, en regardant la calligraphie, c'est qu'il semble que cette irritabilité qui peut exister, donc facteur de discontinuité, semble avoir été parfaitement maîtrisée par le travail de collaboration entre ce dialogue entre Nancy Morejón et
et Rolando Esteban Jordan. Donc, pour résumer un peu, donc je rappelle hein, qui est à l'origine de ce concept, hein, il est de Jürgen Müller, hein, qui parlait de cacophonie médiale. Il semble ici que cette cacophonie médiale ait été surmontée et que le désir de gommer des différences génériques, hypothétiques, semble avoir été maîtrisé dans une espèce de continuité heureuse. Donc, les vibrations magnétiques, au gré de ce dialogue intermédial, se voient, comme je l'ai dit. Exemple, le verbe et substantif dénotant la marche dans le poème Camino, qui instaure à la fois un rythme de la parole poétique et un dynamisme des lignes sinueuses hein, tracées par le dessinateur qui propose un véritable plan poétique de la ville depuis euh, camino hacia la Plaza Vieja, camino hacia Plaza de la Catedral, camino hacia Miramar, camino de la Quinta de los Molinos, dans le texte et dans le dessin calligraphié. Voilà. Ce que je trouvais important à dire sur ce type hein, d'anthologie hein, qui a été publié en 500 exemplaires, qui évidemment est introuvable aujourd'hui, sauf dans les musées au MoMA. Les grands musées hein, s'en sont procurés hein, de ces anthologies exceptionnelles réalisées dans cet atelier Bijia de Matanzas. Et ils ont édité pendant un certain temps une revue dont le titre est Bijia. Et malheureusement, ce travail impressionnant a été arrêté par le décès de Rolando Estevez. Ce que je voudrais dire, c'est que dans les deux anthologies, le caractère bilingue a son importance. Car la deuxième, de Georgina Herrera, dont je vais vous dire quelques mots, est aussi une anthologie bilingue, puisque vous voyez Always Rebellious et Cimarroneando. Donc, le titre anglais a été proposé par l'éditrice, n'est-ce pas? Mais à la différence de ce qui nous est proposé dans le titre de Nancy Morejon, qui renvoie justement à une continuité d'un certain espace, hein, en rapport avec une identité, avec une culture. Dans le cas de l'anthologie de Georgina Herrera, le pacte de lecture s'organise autour plutôt d'une conception du temps et du rapport de l'identité de la poète avec un temps de l'histoire de ce qu'elle est et de l'histoire d'une certaine identité d'origine africaine, de sa famille, comme nous le verrons, mais pas seulement. Puisque, comme j'aurai l'occasion de le dire, les visages ou les figures de femmes ont une très grande importance dans cette anthologie. Alors, pourquoi, évidemment, ces anthologies qui sont traduites présentent aussi la mise en présence de deux hétérogénéités linguistiques, l'anglais et l'espagnol, et facteur de discontinuité aussi, hein, la traduction est un facteur de discontinuité, mais aussi un facteur de continuité, puisque on arrive à l'immersion ou l'interpénétration d'un univers linguistique par un autre. Dans la différence dans la présentation physique des deux anthologies, c'est que celle de
Morejón est bipartite, donc la première partie en espagnol, la deuxième en anglais, alors que dans celle de Georgina Herrera, c'est une alternance de page à page, hein, de la traduction de l'espagnol à l'anglais. Georgina Herrera est née à Matanzas. Or, c'est important de signaler son lieu de naissance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est née en avril 36 à Jovellanos. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Matanzas a dans son histoire un rapport très lourd à la traite et à l'esclavage. Et c'est aussi le lieu où s'est produit une révolte de femmes esclaves important, qui réapparaît d'ailleurs dans son anthologie, Fermina Lucumi, dont je vais parler tout à l'heure, mais c'est aussi un lieu où le nom de l'esclave femme Carlota a marqué l'histoire, puisque cette Carlota a été choisie comme figure, comme une sorte de figure tutélaire au moment où Cuba a participé à la guerre d'Angola et où Cuba s'est présenté comme une nation latino-africaine, et la figure de Carlota a été brandie, n'est-ce pas, comme une figure représentative incarnant cette latino-africanité de Cuba. Donc, Matanzas, c'est quand même une ville importante dans cette histoire de l'héritage esclavagiste et colonial qui transparaît dans le titre, le titre espagnol de l'anthologie, Cimarroneando, qui renvoie à Cimarron, l'esclave qui a fui de la plantation en quête de liberté et qui ne se laisse pas capturer, ce qui est une des colonnes vertébrales thématiques du texte. Et je vous ai annoncé que je voulais travailler sur une continuité architectuelle, je dirais, entre les deux anthologies, hein, celle de Morejón et celle de Herrera. Alors, comme facteur, je dirais, de discontinuité, je n'ai pas tout dit hein, sur Georgina Herrera. Ce qui est important aussi, c'est que elle s'est d'abord, elle a suivi, donc comme Morejón, des cours de littérature hispano-américaine, de théâtre, et surtout, ça a été d'abord une femme de la narration orale. Elle a animé pendant très longtemps à la radio cubaine des espèces d'émissions de littérature où elle présentait des textes courts qui ont été publiés d'ailleurs. Donc, et ensuite, elle a rencontré le dramaturge argentin Samuel Feldman, qui vivait à Cuba et qui animait un séminaire de dramaturgie du Consejo Nacional de Cultura en 61-62, au début du processus révolutionnaire. Et c'est lui qui a favorisé la publication de ses premiers poèmes par les éditions El Puente. Alors, dans ces poèmes aussi, comme dans les poèmes de Morejón, on retrouve cette tendance à l'introspection, le poème de l'intime, où se mêlent, où se croisent, je dirais, intersectionnellement, des concepts de genre, de race, mais chez elle, plus encore que chez Morejón, dans une perspective très afrocentrée. Voilà. Donc, pour ce qui concerne l'anthologie de Georgina Herrera, je dirais que cette anthologie, dans sa continuité même, présente un aspect, je dirais, spectral. Je m'explique. Elle fait revivre des spectres de son grand-père, donc de son lien avec l'Afrique. J'emploie spectre dans le sens où l'employait Derrida dans son essai sur les spectres de Marx, et où il définit un concept qui s'appelle la fantologia, hein, c'est-à-dire que les spectres ont besoin qu'on reparle d'eux
et qu'on les fasse revivre parmi nous, euh, alors elle fait revivre ces spectres de son passé à travers la poésie. C'est pour ça que je la définis comme une poésie spectrale. Et plusieurs poèmes, donc, tissent ce fil au cours de l'anthologie et fabriquent cette continuité. Exemple de deux poèmes, euh, lorsqu'elle se découvre. Elle ne s'était jamais regardée et elle se reconnaît lorsqu'on lui présente une terracotta représentant le visage d'une femme africaine, d'une divinité, et elle se regarde dans le miroir en présence de cette effigie, de cette terracotta, et elle s'attarde sur les divers aspects de son visage, et elle se rend compte que les canons de la beauté auxquels elle doit se reporter ne sont pas les canons de la beauté qu'on lui a renseignés habituellement, et voilà. Donc, euh, tout ce travail qu'elle a entrepris a été mis en lumière par l'anthropologue, la sociologue Daisy Rubiera Castillo, dans une sorte d'essai dont le titre est Testimonio de una poeta cubana afrodescendiente. Et donc, je voudrais aussi signaler qu'elle a écrit une pièce, elle, Georgina Herrera, sur la mère du héros de l'indépendance cubaine, celui qu'on avait surnommé El Titon de Bronce, qui s'appelle Mariana Grajales. Et donc, cette pièce qu'elle a écrite a été jouée en Argentine. C'est en Argentine qu'a été El penúltimo sueño de Mariana Grajales, où apparaît encore une fois cette figure spectrale de l'esclave Fermina Lucumi qui apparaît aussi dans sa poésie. Tout ça pour vous dire qu'il y a une continuité qui traverse l'œuvre et que dans l'anthologie, son travail sur la femme, les figures de femmes est très important. Et je me suis surprise à rire certains de ses poèmes dans la partie qu'elle consacre à ces figures qui ont été créées par des mythes, par des récits fondateurs, évidemment, il y a Oshun, qui est une orisha du panthéon afro-cubain, euh, qui est une femme qui incarne une sorte de lumière resplendissante, entité de la fertilité et autre chose, mais elle renverse aussi les discours qui ont été construits et qui mettent en évidence une infériorisation de la femme. Je vous recommande le poème qu'elle écrit sur Eva, sur Ève, où dans ce poème, Ève n'est absolument pas issue de la côte d'Adam, mais elle préexistait à Adam et elle l'a découvert un jour où il venait de s'enivrer de tous les fruits du paradis, qu'il était engourdi par une sorte de sommeil léthargique, et Ève est arrivée pleine d'énergie, pleine irradiante, s'est penchée sur lui et a échangé avec lui quelques paroles, montrant justement que Dieu et la Bible avaient construit ce récit d'une femme issue de la côte d'Adam. Donc, pour que vous voyez un peu quel est l'esprit dans lequel elle reconstruit les cosmogonies, les mythologies, et en ce sens, je dirais qu'il y a une forme d'architectualisation entre les préoccupations de Nancy Morejon et de Georgina Herrera, dans le sens où elles viennent remettre, dans le cas de Morejon,
il y a ce fameux poème Femme noire, hein, où elle, justement, met en évidence cette espèce de singularité qui a été un peu étouffée et qui doit devenir plus visible. Donc, elles rendent vivants les spectres et elles réécrivent des histoires qui ont été écrites par d'autres qui n'étaient pas ces femmes et qui n'avaient pas leur expérience. Mais la question de l'intime aussi est au cœur de la continuité qui construit ces architectes, dans le sens où, dans l'anthologie de Georgina Herrera, euh, après avoir jeté son regard sur, son grand-père, sur ses femmes, Fermina Lucumi, qui a pris la tête d'une révolte contre les propriétaires d'Ingenios, a pris la tête c'est elle qui a entraîné les esclaves hommes. C'est elle qui a fomenté la rébellion. Eh bien, en les mettant en avant, ces femmes mettent en évidence une sorte d'énergie intrinsèque, un courage qui émane de ces femmes et qui est un facteur de continuité, mais qui renvoie aussi à cette idée de vibration magnétique dont je parlais pour traduire cette continuité ici architectuelle entre les deux anthologies. Voilà. Non, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire, même sans, sans avoir toutes mes notes sous les yeux. Alors, ça, c'est pour vous donner une idée, hein, de ce qu'est le travail calligraphique, le dessin à l'encre de Chine de Rolando Estevez, hein, avec cette lumière de la lampe à huile, la Bihia, qui est une lumière, une sorte de boussole qui guide la femme poète sur une Havana taxi que vous aurez reconnue à travers la ville. Et enfin, je vous présente cette anthologie qui est pour moi quelque chose d'indescriptible. J'ai beaucoup appris, j'ai découvert énormément de poètes que je ne connaissais pas. Et pour vous donner un peu une idée, le texte qui ouvre cette anthologie, c'est certainement un texte que vous avez entendu chanter par Billie Holiday, Strange Fruit, sur ces corps d'esclaves, pas d'esclaves, hein, c'était pendant la période du Ku Klux Klan, ces noirs lynchés qui étaient arrêtés, puis pendus à des arbres, et que les jeunes époux, les jeunes mariés américains venaient photographier comme des espèces de curiosités qu'ils envoyaient à leur famille avec un large sourire. Donc, c'est ça qui ouvre l'anthologie. Donc, le texte en anglais et le texte traduit en français, et qui s'articule immédiatement avec Les Pendus de François Villon. Hein. Ensuite, un extrait de L'Enfer de Dante. Et puis, alors, ce que je voulais dire aussi à propos de cette anthologie, puisque notre réflexion doit porter sur ce qu'est l'anthologie, vous pouvez vous construire à l'intérieur de la macrostructure de cette anthologie vos propres micro-anthologies. Et je me suis fait les miennes. Je me suis fait une sur Borges, parce que Glissant avait une fervente admiration pour Borges, plusieurs extraits de textes de Borges, dont l'un parle du poème. Vous avez à la fin toute une série sur les complaintes. Vous avez des extraits des philosophes présocratiques, vous avez des extraits de la philosophie de Hegel, je serais intarissable. Vous pouvez mettre en relation, par exemple, les cendres de ces corps de la Shoah qui sont emportés par le vent, l'un des éléments, et ces corps pendus dont le vent
transporte les éléments des corps décomposés. Donc, bon, vous pouvez vous construire autant d'anthologies qui vous plaisent et en fonction de choses que vous découvrez. Et aussi, il conclut par la plus belle chose qui puisse se dire, il dit, chacun peut se construire sa propre anthologie. Et c'est vrai. Et je me suis mise à construire ma propre anthologie. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Clémentine, pour cette riche et personnelle, parce qu'il y a quand même une grande dimension personnelle. Justement, tu l'as dit, ma propre anthologie. Tu as fait des parcours de lecture, comme ça, on voit bien que c'était pas que théorique, il y a toute la partie théorique, mais j'aime bien la dimension affective de ta communication. Alors, mais comme d'habitude, je lance le débat. Qui veut prendre la parole en premier? Moi, j'ai plusieurs questions comme d'habitude, mais je veux bien les dire à la fin. Ou voilà, il y a Françoise qui veut prendre la parole. Françoise, vas-y. J'ai rien à dire, sauf que j'ai adoré ta communication parce que c'est formidable et que parce que ça porte sur le bassin Caraïbe et que le mot anthologie est un tout petit mot policé, tout petit et bien pauvre, hein, ce mot anthologie, bien pauvre pour embrasser la richesse, hein, le maelstrom culturel des Caraïbes. Hein. Il y a une espèce d'opposition pour moi, de choc entre le mot anthologie et puis tout ce qu'il y a dedans. Et alors, en plus, alors Édouard Glissant, bon, évidemment, tout le monde pense à Bachelard quand même. Hein. Les vents, bon, lui, c'est l'air, hein, la terre, le feu, etc. Donc, moi, je pense à ça. Et combien de pages a cette anthologie? Je ne sais pas si elle a 350, Ah, 350 pages oui, environ. Voilà, et comment elle se présente. d'accord. Et donc, il y a des textes multilingues en plusieurs langues? Oui, certaines sont dans la langue originale, mais la plupart sont traduites. Par exemple, les textes de poésie persane sont en Ah, d'accord. français. Mais j'ai cherché à savoir quelle était la qualité de ces traductions. Donc, j'ai une amie qui est d'origine iranienne. Elle m'a dit que ces traductions n'étaient pas très bonnes. Simplement, il a trouvé ce qu'il a pu et ce qui l'a frappé dans ces textes, c'est-à-dire la dimension érotique en rapport avec le vin, etc. Non, puisque tu parlais de Bachelard, eh ben, il a mis en relation, il a dit que, évidemment, il y a un extrait de Bachelard dans l'anthologie, et il dit que c'est un poème maya du XVIe siècle qu'il a retrouvé, hein, qu'il a lancé vers cette espèce de constellation qu'il a constituée. Il y a plusieurs poèmes du Popol Vuh, évidemment, dans cette anthologie, sur Ouais. la cosmogonie des Popol Vuh, etc. Ouais. Donc, c'est tout à fait dans l'esprit de Glissant, très rhizomique, quoi. Hein. C'est ce que je Complètement disais. rhizomique, hein. Et donc, oui, c'est passionnant, là. Et puis, alors, quand tu parlais de Jemaya, qui est à l'origine africaine, mais bon, elle s'est répandue dans toutes les Caraïbes parce qu'il y a aussi Maman de l'eau aux Antilles, non? Exactement. Hein. Oui, 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 oui. Et moi, de toute façon, j'adore cette culture. Donc, en fait, je voudrais que tu nous parles de la culture antillaise, mais ce sera pour une autre fois. Donc, alors, merci. Hein. Bon, j'aurais d'autres choses à dire, mais c'est passionnant. Merci. Tu peux, hein, Françoise, on prend le temps. Hein. En plus, aujourd'hui, on Non, est non, que... non, mais non, mais non. Mais non. J'aurais peut-être d'autres choses à dire, mais c'est très bien. Ok, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Lina, vas-y. Et puis après, Sylvie. Oui, alors évidemment, Clémentine, c'était très très riche, hyper intéressant. Moi, j'aimerais bien, je crois que je vais aller au MoMA voir voir le livre, sauf si tu l'as, toi? Je l'ai, Oh, j'ai eu la chance que Nancy Morejon me l'ait offert. oh, quelle chance, ouais. Je ne sais pas Ah, si donc vous c'est très grand en fait, hein. Ah oui, c'est grand. est grand, alors il se présente comme ça. Les calligraphies renvoient à la géographie du poème et puis voilà.
voilà l'objet. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il a besoin d'être touché, d'être regardé, voilà. Mais alors, du coup, j'ai une question. Là, tu nous as, en le feuilletant, donc on voit la calligraphie, etc. Mais les textes apparaissent, les poèmes apparaissent en entier ou fragmentés, ou comment ça se... Ils apparaissent en entier et ils sont sertis comme dans un écrin. Voilà. Ah oui, voilà, d'accord, je vois maintenant. Enfin, j'ai un peu entreaperçu. D'accord. D'accord, ah oui. Alors moi, ce que je trouvais justement, enfin, finalement très intéressant dans cette idée de continuité, discontinuité, c'est que, bon, tu l'as présenté, qu'est-ce qu'une anthologie? Mais bon, au départ, quand même, finalement, les poèmes ou les textes sont sortis, extraits de recueils différents. Et donc, dans cette anthologie-là de Nancy Mollekran, c'est pareil, ce sont des textes qui viennent de recueils différents. Oui. Or, cette anthologie, finalement, c'est presque pas une anthologie, j'ai l'impression, parce que avec tout ce travail artistique, calligraphique, effectivement, ça compose un autre recueil. C'est presque, pour moi, j'ai l'impression, avec en plus El Caminar, l'espace géographique qui apparaît, on a l'impression d'un nouvel objet, d'un nouveau livre. Et c'est du coup, oui, je trouve que par rapport à la question de l'anthologie, ça ouvre encore une autre voie là. Mm. Oui, c'est pour ça que je l'ai choisi. Oui, C'est pour ça, c'est pour cette originalité même de ce que j'appelle un objet livre, hein. C'est un objet livre d'art, mais ça s'appelle quand même, le titre c'est ouais. Anthologie bilingue, bilingual anthology. Bien sûr que c'est pas une anthologie comme les autres. C'est un Mhm. objet intermédiaire qui a été conçu dans un esprit particulier et évidemment Nancy a collaboré avec Rolando Estevez pour le choix des poèmes, hein. Ils n'ont pas été, n'ont pas, et Juana Maria Cooks, ces poèmes n'ont pas été choisis au hasard. Mm. D'accord, merci. Merci Lina. Sylvie? Alors, j'étais exactement dans la même lignée que Lina. Ce qui m'a frappé justement, c'est que je me demandais si on pouvait appliquer le terme d'anthologie. Parce que, en fait, comme tu dis, c'est un objet artistique et composite et qui, tel que je le perçois, est plus une réinterprétation de l'artiste Esteves par rapport au poème. euh, Écrit, enfin littéraire. Donc le terme d'anthologie me semble, je pense que c'est la création d'autre chose. C'est- 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 À la fois, disons que à cause le matériau est différent. Voilà, c'est autre chose qu'une anthologie pour moi. c'est sans doute vrai, mais c'est donné comme une anthologie, Oui, c'est-à-dire une réunion de textes oui, oui, euh, oui. d'une écrivaine que l'on a mis ensemble. Oui, mais qui donne justement la collaboration entre deux artistes fait que on crée autre chose. Il y a une sorte de dialectique, en fait, si tu veux, qui Oui, aboutit à cet objet euh, hautement artistique et très beau, et comme tu dis, qu'on a envie de manipuler, de voir. Enfin, c'est un peu comme, ça m'a fait penser, en te voyant feuilleter cet ouvrage, quand tu découvres que tu es enfant et que tu regardes les livres d'enfants, il y a une sorte d'émerveillement face à l'image qui est renforcée justement par le texte. Donc oui, pour moi, c'est la création d'un objet, euh, alors littéraire d'un côté, mais aussi pictural de l'autre. Donc je dirais un objet artistique euh, autre. Euh, voilà, première chose. Et deuxième chose, donc j'étais tout à fait dans cette idée. Et deuxième chose, c'était une question par rapport à l'interprétation de la deuxième anthologie, celle de Jorgina. Euh,
comment, parce que là, il y a quand même aussi une filiation culturelle. J'ai cru, vous ne voyez pas très bien, mais j'ai cru reconnaître une Vierge noire. Oui, c'est Et ça. voilà, hein. Et donc, qu'on voit beaucoup en Espagne. En général, ce sont de petites, elles sont assez petites, hein, taille. Euh, Est-ce que ça s'inscrirait dans ce que tu as dit par rapport à la réinterprétation d'Eva, enfin d'Ève, qui existait avant, etc. Est-ce qu'il y a aussi une autre interprétation de ces vierges noires? C'est la Virgen de Regla. Hmm. À Cuba, on l'appelle, donc on l'appelle la Virgen de Regla, on l'appelle aussi Oshun. C'est une vierge noire à la cubaine Hmm. qui a été réinterprétée dans le catholicisme cubain et c'est une vierge qu'on appelle la Virgen de Regla. Donc les Cubains l'ont chez eux, sur leur autel parfois, et comme cela apparaît sur la couverture du livre, le titre est Regla es una virgen cimarrona. Elle est bien cubanisée, Hmm. c'est-à-dire que c'est une vierge esclave fugitive. Donc, elle se l'est appropriée à partir justement de cette cubanisation d'une vierge noire qui est originaire de l'Andalousie, comme chacun le sait. Oui, enfin, en Espagne, il y en a plusieurs, hein, vierges noires. Il n'y en a pas qu'en Oui, Andalousie. et celle-ci en particulier vient d'Andalousie. Oui. Oui, Et donc, ça veut dire que pour quelqu'un des Caraïbes, et oui, de Cuba en particulier, le fait de voir cette image est une référence culturelle immédiatement explicite. C'est ça, hein? absolument. Oui. D'accord. Merci. Avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, moi, pour la première remarque, Sylvie, que tu as faite, est-ce que c'est encore une anthologie ou est-ce que c'est un autre objet? Moi, à mon avis, c'est justement encore une anthologie, mais en décentrant complètement la fabrication et bah, ça t'oblige à revenir au centre et à t'interroger, à remettre en question ce que sont les autres anthologies plus conventionnelles ou plus exactement ta façon de lire l'anthologie conventionnelle. Parce que là, comme on t'en fait vraiment un objet, une image avec une dimension visuelle extrêmement importante, bah, on t'invite après à lire les autres anthologies que tu envisages comme une espèce de truc en 2 dimensions, à la lire en 3 dimensions, avec la dimension visuelle, la dimension charnelle, etc. C'est plutôt la différence. C'est-à-dire, tu vois, quand tu arraches et que tu t'arraches du centre et que tu vas à la périphérie, finalement, ça t'oblige à défamiliariser la production, le regard que tu as sur la production, et après à revenir au centre mais finalement, je change les paramètres de ma lecture de l'objet, bah, de ce qui devient un objet ontologique. Tu vois, à mon avis, c'est Alors ça là, le côté. je vais nuancer. C'est-à-dire que moi, je vois ça plutôt dans un processus dialectique. C'est-à-dire que pour moi, on arrive à autre chose qui est extrêmement riche parce que justement, qui se nourrit de deux sources différentes pour donner autre chose. Je trouve que cette autre chose, elle l'a désignée, elle l'a étiquetée volontairement avec le même terme. Il ne s'agit pas de produire justement autre chose. C'est bien l'histoire de la relation et des héritages. Il ne s'agit pas de produire ailleurs et autrement. Il s'agit de produire autrement ailleurs pour t'inciter à produire au centre et à forcer le centre à adopter d'autres modalités d'expression de l'identité, de l'œuvre d'art, de ce que c'est qu'une œuvre d'art, de la lecture, etc. Moi, je pense qu'elle est là, la révolution. Elle n'est pas d'en faire autre chose. Elle est d'en déplacer pour faire autrement. Tu vois? Enfin, moi, c'est la puissance que je vois à ce type de postulat, de posture, parce que ce sont aussi des postures, quoi. Et je Oui, trouve ça formidable. moi aussi, c'est ainsi que je le conçois. À toi aussi. Ah oui, pour moi, c'est toujours une anthologie qui met le lecteur dans une position très particulière, qui, comme tu le dis, on est amené vraiment à promener son regard différemment quand on a cette anthologie sous les yeux et entre les mains. On réapprend à lire d'une certaine manière, en faisant des relations.
Alors, est-ce que Béatrice est la secrétaire de Béatrice? Moi, je pense que cette pauvre bête, elle est vraiment très, très inconfortablement installée. Elle fait peine. Est-ce que Béatrice, tu veux troubler le sommeil de ton chat, ta chatte, et nous dire quelques mots? Oui, alors moi, ce qui m'intrigue, c'est la figure de la sirène, de la femme sirène. Quel est vraiment son rôle dans l'anthologie? Parce que j'ai vu qu'elle réapparaissait aussi à l'intérieur dans les dessins qui sont, voilà, qui partagent, enfin, qui sont à part égale aussi avec le texte. Et donc, quel est le rôle de cette Orisha dans l'anthologie? Est-ce qu'on peut la voir comme une sorte de guide qui favoriserait justement la continuité, voilà, de l'anthologie? Oui, c'est ce que je dis, cette Orisha sirène, Orisha du port de la Havane, c'est elle qui construit l'identité de la ville et l'identité aussi de Moréjon ou du yo, du poème qui se projette en elle. Donc la continuité est là. D'ailleurs, pour mettre en continuité architectuelle les deux anthologies, bon, il y a évidemment ces orishas, il y a Oshun qui revient là, et dans l'anthologie de Morejon, elle dit Yo soy óvulo de Oshun, je suis sortie d'un ovule d'une de ces divinités syncrétiques afro-cubaines. Les deux se disent filles d'Oshun. Mm. Merci beaucoup, Béatrice. Amadeo, il me semble que tu as levé ta main. Oui, j'étais très intéressé par cette communication très engagée et il y a plusieurs points qui m'ont frappé. D'abord, là, celui qui est en débat actuellement, qui a été sur la couverture et puis euh, les différents textes. Moi, je l'ai perçu euh, à travers ce que tu nous as montré là, comme une manifestation de l'idée que tu as développée, qui me semble très juste, celle du dialogue. Dialogue entre les cultures, mais dialogue également entre les formes. Les portraits, enfin, on ne peut pas dire portraits, mais les tableaux que tu as montrés, eh bien, je le trouve très poétique, surtout celui de Rajón, mais même celle de la Virgen, puisque la Vierge, c'est quand même un lieu d'identité et une figure identitaire, femme, noire, c'est extrêmement important. Alors, il y a la question, bon, il y a la notion, la différence, l'une des différences que j'ai notées, que tu as soulignées, entre les deux anthologies, l'espace, insister sur l'espace, et sur le temps. Évidemment, sur le temps, c'est plus facile à voir la continuité, parce que c'est une continuité vécue. Ce passé douloureux est encore présent. L'espace, mais on peut effectivement également voir la continuité dans l'espace sur la façon dont c'est organisé, etc. De ce point de vue-là, je me suis senti frustré, même si je cherchais sur Internet hier soir. J'ai trouvé des poèmes, notamment de Rome un peu, de ne pas avoir, si tu veux, ancré davantage ton discours sur quelques poèmes pour illustrer, et pas simplement illustrer, mais montrer comment là-dedans, il y a cette vibration que je vois, je réfère, si tu veux, à la façon dont profondément celui qui organise l'anthologie éprouve en lui-même soit tout simplement des problèmes, des pulsions intérieures qui le poussent, les problèmes de désir ou de crainte, mais aussi des choix idéologiques.
dans le choix, etc. Voilà. Mais bon, il y aurait d'autres questions que seraient, mais c'est dans le débat que ça va Oui. réapparaître. Moi, je voudrais répondre concernant le choix des textes qui composent les anthologies. J'ai parlé de Juana María Cordonés Cook, cette chercheuse cubano-américaine qui enseigne à l'Université du Missouri et qui s'applique à faire un travail très approfondi sur l'œuvre de ces femmes poètes qui s'est appliquée à tourner des films. Elle a fait un film sur l'atelier de Bijia, qui est un documentaire qui est très intéressant. Et donc, celui qui dessine n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à donner son avis sur les textes à choisir. Elle a plus de poids. Elle a eu plus de poids dans le choix de ses textes que lui-même. Et à partir de là, évidemment, ressentant, comme on peut le dire, des vibrations par rapport à ses poèmes, il a construit. J'ai toujours dit que cette anthologie c'est pour moi un écrin dont il a construit cette espèce d'écrin dans lequel il a inséré tout un univers poétique avec le plus grand bonheur. Oui. Alors, est-ce que tu pourrais préciser un petit peu la notion de vibration? Évidemment, l'expression même est très poétique. OK, mais tu pourrais, dès lors qu'on n'a pas vu des poèmes, comment là-dedans ça pouvait se capter, tu pourrais préciser un petit peu? Oui, alors ces vibrations, elles se retrouvent dans le langage. On peut trouver des communautés de métaphores, de construction du texte, mais il y a aussi une pensée du monde dans ces poèmes. Je me réfère en particulier à l'anthologie de Glissant, mais pour ce qui concerne, par exemple, l'anthologie de Morejón, ce qu'elle ressent, les vibrations qui lui parviennent quand elle parcourt la Havane, certains quartiers de la Havane, en particulier ces quartiers qui sont en ruine et qui s'effondrent et qui, avec des personnes avec qui elle a entretenu des liens particuliers, la vibration se retrouve dans le texte poétique par les liens qu'elle a construits avec la ville à travers ces personnes. Voilà. Et ça parcourt plusieurs poèmes dans cette poétique de l'anthologie qui se construit au fur et à mesure. D'accord. Chez Georgina Herrera, c'est encore plus clair. Parce que elle a quand même des obsessions. Alors, je pense que le choix des poèmes pesait avec l'intervention de Juana María Cook sur cette anthologie qui devait mettre en évidence cette énergie, cette vibration qui se dégage des femmes en particulier dans leur relation avec la famille, la mémoire de l'Afrique qui est un peu loin, mais qui est présente de façon spectrale, et ces visages de femmes qui ont construit des mythes qui forment quand même. Ça, j'appelle ça des vibrations. Et pour en revenir à mon cher Glissant, il a un texte un essai qui s'appelle L'intention poétique, et qui pour moi est une merveille, parce que pour lui, l'intention poétique, elle est dans le monde. Elle est dans le monde, elle est dans le regard que vous jetez sur le monde et vous captez cette vibration poétique. Elle est peut-être plus facile pour certains qui ont une sensibilité particulière, mais pour lui, le monde s'écrit sous forme de poésie. Même quand il écrit de l'essai, même quand il écrit, quelle que soit la forme qu'il manie, il y a de la poésie dans les textes. Le monde est poème.
même s'il est terrible. Comment? Même s'il est terrible. Oui, oui, oui. Ben, le cas au monde. Le cas au monde. Et si vous lisez l'anthologie, tous ces choix, il y a des choix de textes terribles quand même. J'ai parlé de cette poétesse de langue yiddish qui renvoie à l'histoire qui renvoie à l'histoire de la Shoah. J'ai parlé de ces du Ku Klux Klan et des lynchages. Mais il y en a plein comme ça dans le texte. D'accord. Et il y a aussi des textes sur les merveilles du monde, sur la beauté du monde. Et je voudrais insister d'ailleurs sur les redéfinitions de catégories. La beauté, on pourrait trouver ça d'ailleurs dans les 3 anthologies. Il y a une lecture, une nouvelle lecture de cette catégorie qui est la beauté, hein, la beauté du monde d'une façon générale. Très intéressant. J'apprécie ton optimisme. Mais ce n'est pas de l'optimisme quand on parle de beauté du monde, mais elle est là, elle palpite, mais cette beauté, elle est aussi faite de friction, d'explosion, de vibration. Explosion, vibration. Voilà. D'accord. Et avec les éclats. C'est pour ça qu'il était fasciné par le travail de Roberto Matta. Ils étaient très proches. La fille de Matta continue de faire perpétuer la mémoire de Glissant. Elle l'a connu personnellement, mais quand Glissant lit l'œuvre de Matta, c'est un bonheur. Et c'est ça. C'est exactement, c'est un art de la vibration, de l'explosion et de la rencontre des éléments dispersés. Mais tu as raison aussi de parler d'optimisme parce que j'ai employé le terme d'utopie à propos de son anthologie. C'est l'anthologie, la relation entre le tout-monde sans hiérarchiser, en se regardant, que les cultures se regardent sans se juger en bien, en mal. C'est une utopie merveilleuse. Et je crois qu'il l'a. C'est pour ça que quand je lis cette anthologie, je vibre. Elle m'a D'accord. consolée. Quand je dis qu'elle m'a consolée ces derniers temps, mais c'est vrai, je ne mens pas. Euh, en regardant ça, je me dis, mais enfin, quelqu'un a été capable de regarder ça, de construire ça sur le tout monde. Formidable. Très bien. Merci. Lina, tu vibres toi aussi? Ouais. Euh, alors, oui, je reviens sur l'idée que tu as évoquée, là, Clémentine, sur l'idée de la dimension spectrale, hein, Oui. en fait, pour l'anthologie de Georgina Herrera. Mais je me demandais si on ne pouvait pas trouver ça aussi, finalement, chez Nancy Morejon, à travers, mais bon, j'ai pas lu du tout hein, cette anthologie-là, donc je ne sais pas du tout, mais comme tu as parlé effectivement d'une déambulation dans les quartiers, les rues, avec des immeubles, des maisons abandonnées, détruites, etc., est-ce qu'on peut aussi retrouver cette dimension spectrale chez elle, hein? Oui, c'est possible. Je pense notamment à un poème. Je crois que c'est la Quinta de los Molinos où elle arrive et où elle voit un café qui avait été très animé là, et où elle dit que sur les murs, elle voit les fantômes des poètes qui sont venus là, des poètes modernistes, Julián del Casal, etc. Ce sont des spectres. Tu as Donc, se raison. maintenir, en fait, c'est aussi de façon beaucoup plus, disons, enfin, subtile, c'est pas tellement le terme, mais plutôt que de rendre hommage ou de mettre une dédicace, épigraphe, etc., ou même à travers de l'intertextualité, là, je trouve que c'est justement beaucoup plus dilué, on va dire, hein, diffus, mais c'est maintenir ce fil, en fait, cette espèce de continuité avec une autre histoire, justement.
Oui, elles ont l'art toutes les deux, comme tu le dis, de tisser ces fils, qu'il s'agisse des fils proprement autobiographiques ou des fils de la mémoire collective, de ce qu'elles cherchent à faire perdurer, mais c'est très subtilement fait. C'est une construction de la continuité qui est très subtile, plus ou moins subtile, peut-être chez Morejón que chez Georgina Herrera. Et puis de l'inclusion, parce que le fait de ne pas cantonner la référence dans le paratexte, mais de l'inclure à l'intérieur du texte, c'est intéressant. Le présent qui ne parle pas depuis le passé, qui parle à travers le passé d'une certaine manière et qui le continue. C'est ça. D'où la puissance de ce gérondif dans le titre, cimarroneando. Ça. Voilà. Moi, je me sens cimarronne, je n'ai pas besoin d'être cimarronne, mais j'ai toujours cette énergie, justement, cette vibration qui fait que je n'accepte pas tout et que je suis toujours au combat. Bon, donc tu vibres et tu es au combat. Je note, hein, c'est Je, parfait. je parle de Georgina Herrera, je ne parle pas de moi. Ok. C'est sans doute vrai pour moi aussi, mais ce n'est pas de moi dont je parle. Alors Inès, vas-y. Oui, merci. Merci beaucoup pour cette intervention. C'était vraiment très riche, complet. Moi, j'avais une question surtout sur la traduction. Oui. Ce que vous avez évoqué, donc, c'est le bilinguisme comme un enjeu de continuité et de discontinuité. Si j'ai bien compris, je me trompe peut-être, mais dans la première anthologie, il s'agissait d'un bilinguisme, on pourrait appeler juxtaposé, avec une première version anglaise et ensuite espagnole. Et dans le deuxième cas, plutôt en confrontation, parce que le lecteur voit les deux langues quand il lit. Et dans le cas d'Édouard Glissant, c'était encore plus marqué, donc avec un plurilinguisme, avec énormément de langues. Mais concrètement, comment ça se construit? Est-ce que c'est des autotraductions? Est-ce que c'est des traductions faites par d'autres? Est-ce qu'il y a parfois des emprunts, parfois de langue créole peut-être, ou de langue afro-américaine, parce qu'il s'agit d'afro-descendants, donc de langue africaine. Est-ce qu'on a des déplacements de sens? Enfin, comment se construit cette question de continuité et de discontinuité dans en lien avec le bilinguisme et plurilinguisme dans ces anthologies? Très bonne question. Donc, je vais scinder ma réponse en trois. Pour ce qui concerne l'anthologie de Glissant, donc je me suis servie pour fixer une théorie de l'anthologie. Il n'y a pas d'autotraduction. Ce sont des traductions qui ont été faites par d'autres personnes et qui, à mon avis, ne sont pas toujours satisfaisantes, notamment le premier texte qui ouvre l'anthologie, donc Strange Fruit. J'ai été étonnée. Cette traduction ne me semble pas avoir rendu ce qui était donné comme tragique par la structure, par certains parallélismes dans le poème, qui n'ont pas été rendus et qui me semblent être une lacune. Ça, c'est un exemple particulier. À d'autres moments, les textes, alors là, le texte américain était donné et une traduction française qui ne me semblait pas satisfaisante. Mais la plupart du temps, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de textes espagnols, la Teoría del Duende de Lorca, de toutes sortes de textes qui sont traduits en français, mais le traducteur n'est pas indiqué. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas qui a traduit. Et à certains moments, le texte est donné dans la langue originelle, sans traduction. Donc, c'est une difficulté, évidemment, au plan de la réception, mais ça vous pousse à aller chercher une traduction pour accéder au sens du texte, ce que j'ai fait moi, quand je n'avais pas de traductivité, la compréhension du sens. Pour ce qui concerne le texte de Morejón,
il y a un traducteur indiqué. Il y a un traducteur indiqué, quelqu'un à qui on a demandé de proposer des traductions des poèmes. Pour ce qui concerne, alors, Georgina Herrera, je pense que Juana Maria, la coordonnatrice Juana Maria Cordonescu, a grandement contribué. D'ailleurs, c'est elle qui a fait la sélection, elle l'indique, hein, sélection, introduction et notes. Et alors, pour ce qui concerne le traducteur, il n'est pas donné. Je suppose qu'on a demandé à quelqu'un de traduire et qu'elle a contrôlé, hein, elle a contrôlé la traduction du texte. Mais il est vrai, effectivement, que le fait que le texte soit mis en regard, hein, du texte originel, la réception n'est pas la même parce que on passe plus facilement, me semble-t-il, d'un texte à l'autre et on repère immédiatement ce qui ne va pas dans la traduction, si on est capable de le faire. Alors du coup, moi, je vais te poser mes questions. J'en ai plusieurs. C'est un peu dans le désordre, mais tu en feras ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de me répondre à toutes. Ça peut être des remarques sur lesquelles on discutera plus tard ou tu tiendras ou pas compte pour la version écrite de ton travail. Donc alors, si j'ai bien entendu, il y a 1500 exemplaires de l'anthologie de Molejón, ce qui est quand même... Non, 500. 500, ok, d'accord, 500. Bon, c'est déjà pas mal. Je rappelle quand même qu'une maison d'édition moyenne du type Métellier, elle publie à 1200 exemplaires pour un titre moyen, hein. Donc, ce n'est pas non plus une micro-édition. Et puis surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que comme il y a très peu d'automatisation pour faire ces livres, ça veut dire d'une certaine manière, chaque exemplaire est unique. Pas les mêmes, ça paraît idiot, mais il y a quand même une discontinuité de fait entre ces textes qui ne sont pas tout à fait le même à chaque fois, a fortiori avec l'importance de la dimension visuelle. À la différence de, je veux dire, moi, si tu ouvres la même édition que moi de 100 ans de solitude, on aura exactement le même texte et le même livre. Alors que là, on a le même texte, mais pas le même livre. En substance, c'était l'idée. Donc là, il y a une disjonction entre texte et livre que je trouve intéressante. Deuxième question. Moi, sur la couverture de l'anthologie de Molejón, je ne vois pas le titre. Et donc, je trouvais intéressant que, d'une certaine manière, il y ait un postulat, une espèce d'affichage dès le début où on va subordonner texte à image, ce qui est une invitation après à envisager encore plus le texte comme une image. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a substitution ou quoi, mais manifestement, il y a définition du capital génétique du texte dès cette couverture, et après, donc, invitation à décrypter le texte, en tout cas à le voir et le décrypter comme une image. Donc ça, c'était une deuxième chose. Troisième chose, c'est une question que j'ai posée à tous les intervenants qui ont parlé de continuité, discontinuité depuis le début. Et avec cette chose que je repérais en commun dans leur communication, qui était une hyper-didactisation du propos. C'est-à-dire que du coup, pour faire parler, pour construire le sens à travers les fragments, d'une certaine manière, on force le trait pour que le message, le discours, tout ça émerge. Donc là, pour le coup, comme nous, ce que disait Amadeo, comme on n'a pas vu les textes, moi je ne les ai pas lus, hein, ni l'une ni l'autre, j'avoue très modestement, je ne connais pas ces textes. Donc j'aimerais bien après que tu nous en parles pour nous dire, justement, c'est ce passage par l'image, etc., ça peut-être contrecarre une espèce d'hyper-soulignement du propos pour que ce qui ne crée pas la continuité habituelle de la linéarité soit créé d'une autre manière, et puis du coup, sous couvert de contourner la linéarité, en réalité, fait quelque chose qui est vraiment très, très patoso, quoi. Alors ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'était moi aussi sur la traduction. Alors la question de l'auto-traduction, tu as déjà répondu. Et surtout je trouve très intéressant d'avoir fait d'abord une partie en espagnol et après une partie en anglais et pas de mêler d'une certaine manière les deux discours, donc les deux voix, parce que là, pour le coup, on a vraiment deux anthologies différentes. Voilà. Et il y a quand même, malgré tout, un retardement de l'accès à la traduction en anglais, qui du coup n'est plus véritablement vécu comme une traduction de mon point de vue.
et puis qui, d'un point de vue symbolique, il y a un... Alors, c'est pas retardement le mot que je cherche, mais je ne sais pas si on pourrait aller jusqu'à subordination. En tout cas, l'anglais vient après et vient à part. Il y a quand même une frontière. Alors, je ne sais pas, là, il faudrait que tu nous ouvres le livre pour nous dire comment est matérialisée la frontière entre la version espagnole et la version anglaise, mais je suis très intéressée de voir comment ça se passe. Et puis, le dernier point, en réalité, c'est celui qui m'intéresse le plus. Toujours pour Morejón, dans la mesure où ce sont des textes qui préexistent à cette anthologisation, moi, ce que je trouve toujours intéressant dans le processus de présence d'un texte A à l'intérieur d'un texte B, c'est que ça modifie nécessairement le texte A qui devient un texte C. En substance, quand tu prends ces poèmes, quand ils sont passés par le filtre, la grosse mécanique, le tube digestif du texte B, c'est-à-dire de ton anthologie que tu nous as travaillé, quand tu le remets dans son milieu naturel, à savoir le texte A, comment est-ce que le texte lui-même a changé de sens? Très bien, mais comment est-ce qu'il modifie le sens des poèmes à côté desquels ils étaient au début? Voilà, c'est-à-dire comment finalement c'est une continuité qui est encore plus longue, encore plus complexe qu'on pensait, parce que ce n'est pas simplement B qui héberge du A, c'est que B modifie A. Et donc ça, est-ce que toi, tu as observé dans les faits la modification d'un poème dans sa présence dans le texte A, enfin quand il est remis en présence dans le texte A, et la contamination des autres textes à droite, à gauche et à droite. Voilà mes questions. Évidemment, tu réponds à ce que tu veux. Hein. Bien, alors, la première question a rapport avec le fait que le titre n'apparaît pas. Il n'apparaît pas sur l'anthologie, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, le titre n'apparaît pas. En revanche, il apparaît, il apparaît comme un objet extrêmement élaboré sur le plan de la calligraphie, sur le plan de l'installation du titre. Voilà comment se présente le titre. Donc, il est à l'intérieur, mais une fois que le lecteur accède à ce titre, il a envie de s'y attarder, non pas seulement comme titre de l'anthologie, mais pour une œuvre d'art à part entière. Et puis là, ce que tu nous montres, c'est que le titre a besoin d'être déplié, déployé. Oui. Voilà. Donc, l'analyse de ce qu'apporte le titre pour entrer dans l'œuvre, pour ce qui concerne cette anthologie, n'est pas simple, parce qu'elle renvoie à des tas de paramètres, d'installation du titre dans l'espace, l'ornementation de ce titre, avec évidemment la lampe Mifia et avec toute cette architecture de la Havane. Et voilà. Et d'abord le titre en espagnol, Antología Bilingüe, et le deuxième, comme tu disais tout à l'heure, et oui, le titre anglais est subordonné au titre espagnol. Voilà. Donc, excuse-moi Clémentine, mais sur la couverture, il y a une petite bulle en bas là, enfin une petite bulle. là, Il y a écrit quoi? Oui, à droite. c'est le nom de l'atelier. D'accord, ok. C'est le nom, ce sont les éléments qui définissent l'édition Colección del San Juan. Mm. Après, sur la didactisation, est-ce que ce passage par le livre-objet, le livre-mémoire, est-ce que ça permet de ne pas avoir recours à vraiment ces manifestations très maladroites d'une continuité discursive, si tu veux?
Euh, Moi, je pense que la conception même de l'anthologie permet d'éviter ce genre d'écueil. Ok. Et sur Et, la... Oui, vas-y, excuse-moi. et ce que tu disais alors sur 2 anthologies, tu vois, je n'y avais pas réfléchi, mais c'est bien de m'y faire songer. Cette bipartition, donc à partir de la traduction, la partie espagnole d'abord et la partie anglaise ensuite, je vais quand même vous montrer comment ça se passe physiquement. Euh, oui, et la deuxième partie, tu vois, the City on Display, sur cette page-là démarre la partie avec les poèmes en espagnol. D'accord. Et ce dessin de la page de gauche, il est repris à la fin de l'édition de la version anglaise ou pas? Non. D'accord. Bon, bah ça, c'est intéressant. Pour le coup, c'est vraiment une page unique à l'intérieur du texte, qui n'est pas redoublée. Et alors, sur ma préoccupation de texte A, texte B, texte C, alors, quand tu as remis les poèmes dans leur aquarium du début, Alors, attends, je retrouve la question que tu m'avais posée. Oui, tu m'avais demandé comment le texte B modifie le texte A. Enfin, tu veux reprendre ta question? oui, oui, C'est je te la reformule. C'est que comme ce sont des textes qui existaient avant, enfin, si j'ai bien compris, et puis Lina a l'air de confirmer, hein, c'est comme ce sont des textes qui ont été publiés d'abord dans un autre, alors je vais pas dire anthologie, disons recueil. notre arrangement. Voilà, c'est-à-dire, ça veut dire il avait un sens, tu vois, dans le texte A, il avait un sens tout seul, il avait un sens avec son voisin de gauche, son voisin de droite, enfin, bref, il avait tout un environnement qui le surchargeait, etc., etc. Bon, là, en fait, tu l'arraches à son milieu naturel, à son texte A, et tu le mets à l'intérieur d'un texte B avec un autre voisinage, parce que du coup, le texte qui est à gauche et qui est à droite, c'est pas le même que au départ. Donc Oui. là, il y a une espèce de reconfiguration du sens. Bon. Et donc après, là, le texte reconfiguré à l'intérieur du volume B, quand tu le prends et que tu le remets dans le volume A, il a quand même subi une modification génétique, je ne dirais pas générique, mais peut-être éventuellement en tout cas génétique, clairement. Et du coup, comment est-ce qu'il essaime cette modification du sens, de son sens, vers le poème qu'il y avait avant et le poème qui est après? Oui. Alors, pour te répondre, il faudrait que je me replonge. Je, je ne peux pas te répondre très précisément sans aller voir Bien hein, sûr. l'autre reconfiguration par rapport. C'est un travail que je ferai, je te le promets. Ok. Bon, parce que du coup, ça prolonge les continuités à l'infini, tu vois. Tu extrais le texte, tu le mets ailleurs, tu le remets, et ça change, ça change, ça change, ça fait boule de neige, quoi. Exactement.